Vous souvenez-vous de cette sensation? Vous parliez avec quelqu'un, peut-être votre conjoint, peut-être un collègue de travail, peut-être un membre de votre famille. Tout semblait normal. La conversation suivait son cours. Et soudain, quelque chose a changé. Vous ne sauriez pas dire quoi exactement. Mais vous l'avez senti. Au creux de l'estomac, sur la peau, dans un endroit profond, qui n'a pas de nom. Quelques secondes plus tard, l'agression est arrivée. La remarque cruelle, l'accusation inattendue, l'explosion de rage, la manipulation parfaitement exécutée. Et vous vous êtes retrouvé à vous demander comment. Comment n'ai-je rien vu venir? Mais la vérité, c'est que vous avez vu, votre corps a vu, votre intuition a enregistré au seulement, votre esprit conscient a ignoré les signaux. Carl Jung a étudié ce phénomène pendant des décennies, et il a découvert quelque chose de fascinant. Il existe un court laps de temps, un instant fatidique, entre le moment où un manipulateur décide d'attaquer et le moment où il exécute l'attaque. Pendant cet instant fatidique, l'agresseur émet des signaux involontaires, des micro-expressions faciales, des changements de posture, des altérations de l'énergie, des signaux que votre inconscient capte parfaitement, mais que votre esprit conscient, entraîné à être poli et à accorder le bénéfice du doute, décide d'ignorer. Aujourd'hui, vous allez apprendre à voir ces signaux, à faire confiance à ce que votre corps perçoit avant que votre esprit ne le rationalise, parce que cet instant fatidique peut faire la différence entre vous protéger à temps ou recevoir l'impact complet d'une agression que vous auriez pu éviter. Commençons par comprendre pourquoi cet instant fatidique existe. Pourquoi le manipulateur n'attaque pas simplement sans avertissement. Jung expliquait que toute action humaine a un processus de préparation inconscient. Avant que nous fassions quoi que ce soit de significatif, notre inconscient prépare le terrain. Cela s'applique aux actions positives et négatives, et dans le cas d'une agression, qu'elle soit physique, verbale ou émotionnelle. Le corps de l'agresseur commence à se préparer avant que l'action ne soit exécutée. Cette préparation implique des changements physiologiques. Le rythme cardiaque augmente. La respiration change. Les muscles se tendent. Les pupilles se dilatent. La chimie cérébrale s'altère. Et tous ces changements internes produisent des manifestations externes, qui peuvent être perçues. Si vous savez ou regardez qui est le problème, c'est que la plupart des gens ont été entraînés à ignorer ces signaux depuis l'enfance. On nous a appris à être polis, à ne pas juger, à donner des secondes chances. Et bien que ce soient des qualités valables dans des contextes sûrs, elles deviennent des vulnérabilités lorsque nous traitons avec des manipulateurs ou des pervers narcissiques. Jung avertissait que la sursocialisation peut annuler la fonction protectrice de l'intuition. Il disait que les personnes les plus vulnérables à la manipulation sont fréquemment les plus éduquées et les plus aimables, parce qu'elles ont appris à supprimer les alarmes internes qui leur disent quand quelque chose ne va pas. Maintenant, nous allons parler des 5 signaux qui apparaissent dans cet instant fatidique. Des signaux que votre corps connaît déjà, mais que votre esprit a appris à ignorer. Le premier signal, c'est le changement dans le regard. Jung accordait une importance particulière aux yeux, considérés comme une fenêtre sur l'inconscient. Et il y a quelque chose de très spécifique qui se produit dans les yeux d'un manipulateur quelques secondes avant d'attaquer. Le regard se durcit. Il y a une micro-expression de mépris ou de satisfaction anticipée qui traverse les yeux pendant une fraction de seconde. Parfois, les yeux se plissent légèrement. D'autres fois, il y a un éclat inhabituel, presque prédateur, et presque toujours. Il y a un moment où le manipulateur vous regarde d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'il dit. Cette incongruence entre les mots et le regard est cruciale. Si quelqu'un vous dit quelque chose de neutre, ou même d'aimable, mais ses yeux vous évaluent comme si vous étiez une proie. Votre intuition capte cette divergence. Vous ressentez un malaise, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Jung appelait cela le regard de l'ombre émergente. C'est le moment où la partie sombre du manipulateur se dévoile à travers le masque. Cela dure moins d'une seconde. Mais si vous apprenez à le voir,
Cela vous donnera le temps de vous préparer. Le deuxième signal, c'est la microcontraction faciale. Paul Ekman, chercheur qui a continué le travail de Jung sur les expressions faciales, a documenté qu'il existe des micro-expressions qui durent entre un 15e et un 25e de seconde. Elles sont trop rapides pour être enregistrées consciemment. Mais votre cerveau les traite au niveau inconscient, avant une agression. Le manipulateur montre fréquemment une micro-expression de mépris. C'est un mouvement presque imperceptible où une commissure des lèvres se soulève légèrement, tandis que l'autre reste immobile. Cela dure une fraction de seconde, puis disparaît sous le masque normal. Une micro-expression de dégoût peut également apparaître, un léger plissement du nez, une contraction subtile de la lèvre supérieure. Ces expressions révèlent ce que le manipulateur ressent réellement envers vous à ce moment-là, avant que son esprit conscient ne les cache. Votre cerveau primitif, celui qui a évolué pour détecter les menaces, enregistre ces micro-expressions, même si votre esprit conscient ne les voit pas. C'est pourquoi vous ressentez ce malaise soudain, ce « quelque chose ne va pas » que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre système de survie qui fonctionne correctement. Le troisième signal, c'est le changement d'énergie. C'est plus difficile à décrire, mais plus facile à ressentir. Jung a longuement parlé de ce qu'il appelait l'atmosphère psychique qui entoure les gens. Chaque personne émet une certaine énergie, une présence qui peut être ressentie, même si elle n'est pas vue. Quelques secondes avant une agression, l'énergie du manipulateur change. Elle devient plus dense, plus sombre, plus prédatrice. C'est comme si l'air autour de cette personne devenait plus lourd, plus menaçant. Cette sensation est ce que beaucoup de gens décrivent comme un frisson, ou comme le sentiment que quelqu'un a marché sur leur tombe, ou simplement comme un pressentiment que quelque chose de mauvais va arriver. Ce n'est pas de la superstition. C'est votre système nerveux qui détecte des changements subtils dans le langage corporel, dans la respiration, dans la présence de l'autre personne. Jung insistait sur le fait que nous devons apprendre à faire confiance à ces perceptions. Il disait que l'intuition est une fonction psychique aussi valable que la pensée ou le sentiment, et que l'ignorer, c'est ignorer l'un de nos outils de survie les plus puissants. Le quatrième signal, c'est la pause calculée, juste avant d'attaquer. De nombreux manipulateurs font une pause presque imperceptible. C'est comme s'ils retenaient leur souffle avant de tirer. Cette pause peut durer 1 ou 2 secondes, mais si vous êtes attentif, vous la remarquerez. Pendant cette pause, le manipulateur fait des calculs finaux, évalue votre état, mesure la situation, s'assure que le moment est le bon. C'est le calme avant la tempête. Et si vous apprenez à la reconnaître, cela vous donne le temps de vous protéger. Cette pause s'accompagne fréquemment d'une tension musculaire visible. Les épaules se soulèvent légèrement, la mâchoire se serre, les poings se serrent partiellement. Le corps du manipulateur se prépare physiquement à la décharge d'aura qui va suivre. Carl Jung a observé que cette préparation corporelle est ancestrale. C'est la même préparation qu'un prédateur effectue avant de bondir sur sa proie. Le corps humain ne fait pas la distinction entre une agression physique et une agression verbale. La préparation est la même, et les signaux sont les mêmes. Le cinquième signal est le changement dans le ton de la voix. Même si le pervers narcissique n'a encore rien dit d'agressif, sa voix commence à changer dans l'instant fatidique précédant l'agression. Elle peut devenir plus grave, plus lente, plus contrôlée, ou elle peut acquérir une pointe subtile, une tension qui n'était pas là quelques instants auparavant. Parfois, le changement est l'opposé. La voix devient artificiellement douce, exagérément calme, comme si elle contenait quelque chose. Ce calme forcé est aussi alarmant que la tension évidente, car il indique que le manipulateur contrôle activement son expression, tout en préparant son attaque. Jung a noté que la voix est l'un des canaux les plus difficiles à contrôler complètement. Nous pouvons contrôler nos mots, mais le ton révèle fréquemment notre véritable état émotionnel. C'est pourquoi les pervers narcissiques les plus sophistiqués s'efforcent tant de contrôler leur ton. Mais cet effort même de contrôle produit une artificialité qui peut être détectée. Maintenant,
nous devons parler de la raison pour laquelle nous ignorons ces signaux même si nous les percevons. Parce que le problème n'est pas que nous ne les voyions pas, c'est que nous choisissons de ne pas les voir. Jung a identifié 3 raisons principales pour lesquelles nous ignorons les avertissements de notre ressenti. La première raison est le conditionnement social. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris qu'il était mal de juger les autres, que nous devions accorder le bénéfice du doute, qu'il était injuste de présumer le pire de quelqu'un, et bien que cela soit vrai dans de nombreux contextes, cela devient une vulnérabilité lorsque nous traitons avec des personnes qui prétendent nous faire du mal. Le manipulateur compte sur votre éducation. Il compte sur le fait que vous allez ignorer vos instincts parce que vous ne voulez pas être injuste. Il compte sur le fait que vous allez rationaliser les signaux, parce qu'il est plus facile que de confronter la réalité qu'une personne veut vous agresser. Jung a averti que la politesse excessive est une forme d'aveuglement volontaire. Il a dit qu'il y a des moments où être poli, c'est être stupide, et que la survie psychologique exige parfois d'abandonner les règles sociales qui nous rendent vulnérables. Imaginez Sophie, toujours prête à rendre service, se faisant manipuler par son collègue, Pierre, qui abuse de sa gentillesse. La deuxième raison est la dissonance cognitive. Lorsque votre ressenti vous dit que quelque chose ne va pas, mais que votre esprit conscient ne veut pas le croire, vous entrez dans un état de conflit interne. Et pour résoudre ce conflit, votre esprit choisit fréquemment d'ignorer le ressenti. Parce que c'est l'option la plus confortable. Acceptez que quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous aimez, est sur le point de vous agresser et douloureux. Il est plus facile de vous convaincre que vous exagérez, que ces signaux ne signifient rien, que la personne n'est pas capable de vous faire du mal. Mais cette négation a un coût, parce que pendant que votre esprit rationalise, l'agression se prépare, et quand elle arrive finalement, elle vous trouve déprotégé, parce que vous avez choisi de ne pas voir ce qui était devant vous. Pensez à Jean, refusant de croire que sa partenaire, Isabelle, le trompe, malgré les preuves. La troisième raison est ce que Jung appelait l'inflation de la persona. La persona est le masque social que nous utilisons pour interagir avec le monde. C'est qui nous pensons être, ou qui nous voulons que les autres croient que nous sommes. Et parfois, ce masque nous empêche de voir la réalité. Si votre persona est celle de quelqu'un de fort, qui ne se laisse pas affecter, vous pouvez ignorer les signaux de danger, parce qu'admettre que vous les voyez, ce serait admettre votre vulnérabilité. Si votre persona est celle de quelqu'un de compréhensif, qui voit toujours le meilleur chez les autres, vous pouvez ignorer les signaux, parce que les voir contredirait votre image de soi. Jung a averti que la persona peut devenir un piège. Nous nous identifions tellement à notre masque que nous sacrifions notre sécurité réelle pour maintenir l'illusion de qui nous croyons être. Considérez Marie, se présentant toujours comme indépendante, mais incapable de reconnaître qu'elle est victime de harcèlement moral au travail. Maintenant, nous devons parler de la façon d'entraîner votre perception à capter ces signaux consciemment. Le premier exercice est ce que Jung appelait l'attention flottante. Au lieu de vous concentrer sur ce que la personne dit, permettez à votre attention de flotter librement sur toute la situation. Observez le visage, le corps, l'aura, le ton. N'analysez pas. Observez seulement. Laissez votre perception enregistrer tout sans filtrer. Ce type d'attention est différent de l'attention normale. Vous ne cherchez pas quelque chose de spécifique. Vous ouvrez votre champ de perception pour capter ce que vous laisseriez normalement passer inaperçu. C'est comme regarder un tableau complet, au lieu de vous concentrer uniquement sur un détail. Le deuxième exercice est d'apprendre à faire confiance aux sensations corporelles. Votre corps est un détecteur de mensonges beaucoup plus sophistiqué que votre esprit. Quand quelque chose ne va pas, votre corps le sait avant votre tête. Prêtez attention aux sensations physiques lorsque vous interagissez avec des personnes. Tension dans l'estomac, pression dans la poitrine, rigidité dans les épaules, inconfort inexplicable. Ces sensations ne sont pas aléatoires. C'est votre système nerveux qui répond à des informations que votre esprit conscient n'a pas encore traitées. Jung a insisté sur le fait que le corps ne ment jamais. Il a dit que si l'esprit peut rationaliser et s'auto-tromper, le corps répond toujours à la réalité.
Si vous apprenez à écouter votre corps, vous aurez accès à des informations que votre esprit seul ne peut pas vous donner. Le troisième exercice est de pratiquer l'observation des micro-expressions. Vous pouvez le faire en toute sécurité en regardant des interviews en vidéo. En particulier des interviews où vous savez que la personne a menti ou où il y a eu de la tension. Observez les visages. Recherchez ces moments fugaces où le masque tombe pendant une fraction de seconde. Avec de la pratique, vous commencerez à voir ces micro-expressions en temps réel. Pas consciemment au début, mais votre cerveau deviendra plus sensible à elles et finalement, vous commencerez à remarquer quand quelque chose ne correspond pas entre ce que quelqu'un dit et ce que son visage révèle. Si ce contenu vous aide à développer votre ressenti protecteur, le Super Thanks est un moyen de soutenir la création de ce type de contenu. Chaque vidéo nécessite des recherches approfondies sur la psychologie et le comportement humain. Votre soutien permet à plus de personnes d'apprendre à se protéger. Maintenant, nous devons parler de ce qu'il faut faire lorsque vous détectez les signaux. Parce que voir l'attaque venir n'est que la moitié du travail. L'autre moitié est de savoir comment répondre. La première option est le retrait stratégique. Si vous détectez les signaux et que vous avez la possibilité de quitter la situation, faites-le. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Retirez-vous simplement. Inventez une excuse si nécessaire, mais sortez de là avant que l'agression ne se matérialise. Jung était très clair sur le fait qu'il n'y a aucune lâcheté à éviter une confrontation inutile. Il a dit que parfois, la sagesse consiste simplement à ne pas être présent lorsque le danger arrive. Vous n'avez rien à prouver en restant pour recevoir une agression que vous auriez pu éviter. La deuxième option, c'est l'interruption du schéma, si vous ne pouvez pas vous retirer. Et vous pouvez tenter d'interrompre le processus de préparation du pervers narcissique. Changer de sujet, brusquement. Posez une question inattendue. Introduisez un élément qui rompt sa concentration. Le manipulateur est dans un état de préparation. Son esprit est focalisé sur l'agression qui arrive. Si vous introduisez quelque chose qu'il n'attendait pas, vous pouvez le sortir de cet état. Cela ne fonctionne pas toujours, mais parfois, c'est suffisant pour déstabiliser l'attaque. La troisième option, c'est la préparation défensive. Si vous ne pouvez pas vous retirer et que l'interruption ne fonctionne pas, au moins, vous pouvez vous préparer intérieurement. Respirez profondément. Centrez votre aura. Préparez vos limites. Décidez à l'avance que vous n'allez pas absorber ce qui vient, que vous allez maintenir votre équilibre, quoi qu'il arrive. Cette préparation n'évite pas l'agression, mais elle réduit son impact. Parce que, quand l'agression atteint quelqu'un qui s'y attendait, l'effet est très différent de quand elle atteint quelqu'un de complètement pris au dépourvu. Carl Jung en parlait comme « maintenir son centre pendant la tempête ». Il disait que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours contrôler notre position intérieure, et que depuis une position centrée, même les agressions les plus virulentes peuvent être absorbées sans nous détruire. Maintenant, nous devons parler d'un phénomène important que Jung a documenté. Les manipulateurs les plus dangereux sont conscients de ces signaux et essaient de les occulter. Le pervers narcissique sophistiqué sait qu'il émet des signaux avant d'agresser, et il travaille activement à les supprimer. Il s'entraîne à maintenir une expression neutre, contrôle son ton de voix, relaxe consciemment son corps avant d'attaquer. Mais voici le point crucial. L'effort de suppression en lui-même est détectable. Quand quelqu'un travaille trop pour paraître normal, il y a une artificialité dans son comportement. Une tension subtile qui ne devrait pas être là, s'il était réellement détendu. Jung appelait ça le paradoxe du contrôle excessif. Il disait que, quand quelqu'un essaie d'occulter quelque chose avec trop d'effort, cet effort lui-même devient un signal. C'est comme la personne qui parle trop nonchalamment d'un sujet. La nonchalance excessive révèle que le sujet n'est pas du tout anodin. Votre ressenti peut capter cette artificialité. Même si vous ne pouvez pas expliquer quelle en est la cause, vous sentirez que quelque chose cloche, que la personne est trop contrôlée, trop parfaite, trop calme pour la situation. Et cette sensation est valide. C'est votre inconscient qui détecte l'effort d'occultation. Maintenant, nous devons parler des situations où ces signaux sont les plus critiques, parce que,
Toutes les agressions ne sont pas égales, et certains moments requièrent plus de vigilance que d'autres. La première situation à haut risque, c'est quand vous confrontez un manipulateur avec des preuves de son comportement. Au moment où un pervers narcissique se sent exposé, le risque d'agression augmente dramatiquement. L'exposition menace son image de soi et active ses défenses les plus primitives. Si vous allez confronter quelqu'un que vous soupçonnez d'être un manipulateur, portez une attention particulière aux signaux pendant la conversation. Observez comment réagit son corps quand vous présentez vos arguments. Notez les changements dans son regard. Sentez l'aura de l'espace. Parce que l'agression peut venir à n'importe quel moment, et fréquemment. Elle vient déguisée en défense ou en victimisation. La deuxième situation à haut risque, c'est quand vous établissez des limites pour la première fois. Les manipulateurs dépendent de votre absence de limites. Quand finalement, vous dites non. Quand finalement, vous refusez de céder. Vous menacez l'équilibre de pouvoir qu'ils ont établi. C'est un moment de danger maximal. Le manipulateur va tester votre limite. Il va pousser pour voir si vous la maintenez réellement. Et cette poussée prend fréquemment la forme d'une agression, que ce soit verbale, émotionnelle ou d'une autre manière. Quand vous établissez une nouvelle limite avec quelqu'un qui pourrait être un manipulateur, restez particulièrement alerte. Observez les signaux. Préparez votre défense, parce que l'agression est presque garantie. Ce qui varie, c'est l'intensité et la forme. La troisième situation à haut risque, c'est quand le manipulateur sent qu'il est en train de perdre le contrôle sur vous. Cela peut être parce que vous commencez à voir clair dans ses tactiques, parce que vous renouez avec des amis et de la famille qui l'avaient éloigné, parce que vous retrouvez votre estime de soi et votre indépendance. Tout signale que vous êtes en train de vous libérer de son contrôle, active la peur la plus profonde du pervers narcissique. Et cette peur se traduit fréquemment par des agressions plus intenses. C'est une tentative désespérée de récupérer le contrôle qu'il sent lui échapper. Jung a documenté que les périodes de plus grand danger dans les relations avec des manipulateurs sont, paradoxalement, les moments d'amélioration de la victime. Quand vous commencez à aller mieux, le manipulateur le perçoit comme une menace, et il agresse avec plus de force pour vous ramener à l'état de dépendance. La quatrième situation à haut risque, c'est quand il y a des témoins présents. Cela peut paraître contradictoire, mais beaucoup de manipulateurs sont plus dangereux quand il y a une audience. Parce que, s'ils peuvent vous agresser et vous détruire devant les autres, ils gagnent double. Ils vous détruisent, vous, et démontrent leur pouvoir aux témoins. Portez une attention spéciale aux signaux. Quand vous êtes en public, ou en présence de personnes que le manipulateur veut impressionner, l'agression peut venir déguisée en plaisanterie, en commentaires anodins, en préoccupations feintes. Mais l'objectif est le même, vous diminuer devant les autres. Maintenant, je veux parler de quelque chose de crucial que Jung a documenté concernant la relation entre les signaux et la fréquence des agressions. Avec le temps, les agressions d'un manipulateur suivent un schéma. Au début, elles sont rares et inattendues, mais à mesure que le manipulateur sent plus de contrôle sur vous, elles deviennent plus fréquentes et, éventuellement, vous pouvez prédire approximativement quand elles viendront, en vous basant sur des cycles et des déclencheurs. Apprendre à reconnaître ces schémas est aussi important que de reconnaître les signaux de l'instant fatidique, parce que, si vous savez que les agressions ont tendance à venir à certains moments, après certains événements, quand certaines conditions sont remplies, vous pouvez vous préparer à l'avance. Jung parlait de ça comme cartographier le territoire de l'ombre de l'autre, non pas pour le contrôler, mais pour le naviguer avec plus de sécurité. Quand vous connaissez les schémas de quelqu'un, vous pouvez vous positionner stratégiquement, vous pouvez éviter les déclencheurs quand c'est possible, et vous pouvez être plus alerte quand les déclencheurs sont inévitables. Maintenant, nous devons parler de la récupération après une agression que vous n'avez pas pu éviter, parce que, même avec toute la préparation, parfois, les agressions arrivent, et savoir comment les traiter est aussi important que savoir comment les détecter. La première chose, c'est de ne pas vous blâmer de ne pas avoir vu les signaux. Parfois, les manipulateurs sont simplement trop bons. Parfois, nous sommes trop fatigués ou distraits. Parfois,
L'agression vient de quelqu'un en qui nous avions une confiance absolue. Sans vouloir ne fait qu'ajouter du mal au mal. La deuxième étape est de traiter l'expérience en pleine conscience. Après que le choc initial soit passé, analysez ce qui s'est produit. Essayez d'identifier les signes avant-coureurs que vous auriez pu percevoir. Non pas pour vous torturer, mais pour apprendre. Chaque agression que vous subissez est une information précieuse, que vous pouvez utiliser pour vous protéger à l'avenir. Troisièmement, renforcez vos limites. C'est après une agression que vos limites sont le plus importantes. Ne permettez pas aux pervers narcissiques de banaliser ce qui s'est passé. N'acceptez pas les excuses vides de sens. Ne faites pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La période qui suit une agression est cruciale. Elle établit le précédent pour l'avenir. Jung a averti que la réaction à la première agression détermine toute la dynamique future. Si vous acceptez l'agression sans conséquence, vous enseignez au manipulateur qu'il peut vous attaquer en toute impunité. Mais si vous répondez en posant des limites claires, vous communiquez qu'il y a un prix à payer pour mal vous traiter. Maintenant, je voudrais conclure avec quelque chose que Jung considérait comme la vérité, la plus importante concernant l'intuition et la protection. Votre intuition n'est pas un luxe. C'est une nécessité de survie. Elle s'est développée au cours de millions d'années d'évolution pour vous protéger des menaces. Et lorsque vous l'ignorez, vous désactivez l'un de vos systèmes de défense les plus anciens et les plus efficaces. L'instant fatidique avant une agression est un cadeau de votre biologie. C'est le temps que votre inconscient vous donne pour vous préparer, pour vous protéger, pour agir. Mais vous ne pouvez utiliser ce cadeau que si vous apprenez à le recevoir. Jung disait que l'homme moderne a perdu le contact avec ses instincts, que dans notre obsession d'être rationnel et civilisé, nous avons réduit au silence les voix intérieures qui nous ont maintenus en vie pendant des millénaires, et que rétablir cette connexion est l'une des tâches les plus importantes que nous puissions accomplir. Je ne vous demande pas de vivre dans la paranoïa. Je ne vous demande pas de vous méfier de tout le monde. Je vous demande de vous faire confiance, que lorsque votre corps vous dit que quelque chose ne va pas, vous le croyiez, que lorsque votre ressenti vous avertit, vous l'écoutiez, que vous utilisiez cet instant fatidique pour ce pourquoi il est conçu. Parce que la différence entre quelqu'un qui est constamment victimisé et quelqu'un qui se protège efficacement, ce n'est ni la force physique, ni l'intelligence, c'est la disposition à voir ce qui se passe réellement, à faire confiance aux signaux, à agir avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, je vous demande quelque chose. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne votre intuition, laissez-moi un commentaire. Racontez une expérience où vous avez senti les signaux, mais vous les avez ignorés, ou bien où vous les avez écoutés, et vous vous êtes protégé à temps. Votre histoire peut aider les autres à faire davantage confiance à leurs ressentis. Et si vous connaissez quelqu'un qui ignore constamment son intuition, qui accorde toujours le bénéfice du doute, même lorsque tous les signaux indiquent un danger, partagez-lui cette vidéo. Ce pourrait être l'information dont il a besoin pour commencer à se protéger, parce que personne ne devrait subir d'agression qu'il aurait pu anticiper. Personne ne devrait faire taire son intuition pour être poli, et personne ne devrait se sentir impuissant alors que son propre corps a la capacité de l'avertir. L'instant fatidique est là. Il a toujours été là. Il est temps que vous appreniez à l'utiliser. Abonnez-vous pour plus de contenu qui expose les tactiques qui détruisent des vies. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et rappelez-vous, votre intuition ne se trompe pas. Votre intuition essaie de vous sauver. Écoutez-la. Jung l'a dit il y a près d'un siècle. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Il est temps de s'éveiller.